On est à l'autre partie du Kéké Show, guys. On a le frère Héros qui est là parmi nous. Si tu voudrais te présenter à la foule, aux personnes dans le live pour voir, pour dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes intérêts dans la vie, etc. Alors, bonjour à chacun de vous. Donc, je suis très content d'être avec vous, surtout de passer après Monsieur Kalala Omotunde. Honnêtement, je pense que c'est un honneur. Puis en plus d'être avec Rito, Toto, on a été au primaire For ensemble. real? On habitait à Saint-Michel ensemble. Donc, c'est comme un moment là, spécial pour moi. Puis j'ai de la misère à gérer l'émotion, je te dis. For real? Parce que en 2010, j'avais rencontré Monsieur Kalala Omotunde. Et en 2010, c'était après le séisme. Justement, à l'époque, je m'impliquais à l'UQAM dans un comité. Et on voulait justement aider les étudiants parce qu'à l'époque, les étudiants, ils avaient un problème. Les étudiants étrangers d'Haïti ils avaient un problème parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer leurs études, étant donné que c'était comme 8 000 $ avec les conditions. Donc, on s'était battu. Puis, en même temps, ça m'avait amené à découvrir Monsieur Kalala qui avait été amené par le comité ASOCAM, comité africain, et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Et depuis, justement, moi, je fais un peu de suppléance au secondaire, puis ça va pour la 3e année où j'ai pu intégrer le mois de l'histoire des Noirs dans une école. Donc, quelque chose qui n'était pas là du tout. Et j'ai pu amener des jeunes à découvrir justement les royaumes africains, connaître l'histoire de leurs ancêtres. Donc, c'est quelque chose qu'il n'y a pas, mais c'est pas les autres qui vont le faire. Donc, c'est à nous de le faire un peu comme Monsieur Kalala a dit. Et Toto, bon, si tu voudrais te représenter encore pour la 48 000, 50 000 fois à ton passage au Kéké Show. Mais ça mange, il n'est pas qu'à faire ça. Donc, Tiens, comment? donc, je me présente. Moi, mon nom est Rito, Rito Joseph, aussi connu sous le nom de Toto. Donc, initialement, c'était pour les intimes, mais maintenant, bon, c'est pour la collectivité. Ben, c'est un plaisir pour moi d'être là. Après être passé, après l'honorable Omotunde, mon frère Héros. Donc, comme il a dit tout à l'heure, on va loin depuis la petite enfance, depuis l'école primaire. On a grandi dans le quartier ensemble. Donc, moi, un peu, je fais des ateliers, des conférences, des présentations par rapport à tout ce qui est l'histoire des Noirs, l'histoire des peuples afro-descendants, l'histoire africaine, l'histoire, surtout j'aime aussi l'histoire précoloniale africaine, de manière à faire en sorte qu'on doit savoir que notre histoire ne commence pas à l'esclavage, ni en 1492. Donc c'est ça. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Oh, je fais aussi des visites guidées de l'histoire des Noirs à Montréal aussi. Donc aujourd'hui c'est le 1er juillet, Canada Day. Donc comme on parlait de réparation, comme quoi il y a eu de l'esclavage ici aussi. Donc, tantôt, on a vu beaucoup le terme du frère il utilisait le terme la puissance. Il faut qu'on puisse se focaliser sur un rapport de force, mais de se focaliser sur montrer ou monter une puissance. Selon vous, c'est quoi les genres de puissance qui nous manquent, qu'on devrait pouvoir peut-être acquérir? Mais je pense qu'il a déjà tout dit en parlant d'objectifs, mais suite à l'intervention du frère tout à l'heure, je pense que moi je suis haïtien aussi, fait que je pense que son intervention était intéressante et il a répondu, mais je vais rajouter quelque chose par rapport à la puissance. Là, aujourd'hui, on parle des réparations par rapport à l'esclavage et on a la Shoah. Donc, on peut regarder comment ils ont obtenu la réparation. Exactement. La première chose à comprendre, c'est qu'il y avait une préparation. C'est pas arrivé juste comme ça. C'est pas arrivé juste en 1948. Non. La première chose, il faut comprendre qu'en 1896, il y a Theodore Herzl qui va faire le premier congrès qu'on appelle le congrès sioniste. Puis ça vient suite à un événement qui s'est passé en 1894, justement où il y a l'affaire Dreyfus, qu'on appelle ça. Et l'affaire Dreyfus, ça va avoir des répercussions sur les Juifs. Mais il faut bien comprendre que les Juifs, bien avant ça, lorsqu'on ne voulait pas d'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient leur propre business, ils créaient leurs propres affaires. Ça, ils avaient ce côté communautariste. Voilà. Donc, ils ont commencé par dire, nous, on fait nos propres affaires. Le problème qui arrive au 19e siècle, c'est que
on voit la montée du nationalisme un peu partout en Europe. Et c'est là que Theodore Herzl lui-même, après l'affaire Dreyfus, juste pour être rapide, c'est de comprendre que il y a eu une guerre entre les Franco et les Allemands, donc justement par rapport au nationalisme, où on a von Bismarck, celui qui a séparé l'Afrique justement, il voulait unifier l'Allemagne, les États allemands, excusez-moi. Et pour ce faire, il a décidé d'attaquer la France et en prenant l'Alsace-Lorraine. Donc à partir de ce moment-là, en attaquant, ils ont gagné, donc 19 juillet 1870, et en 6 mois, ils ont gagné pour le 28 janvier 1871. Et ça va créer un sentiment national dans les États allemands. Et de l'autre côté, la France va avoir un sentiment national aussi pour dire nous on déteste les Allemands et vice-versa. Donc qu'est-ce qui va arriver? Les Juifs, eux, ils prennent pas part à ce conflit-là parce que eux, ils restent toujours dans leur petit coin. Donc qu'est-ce qui va arriver? Le fait qu'ils ne font pas partir, les gens vont dire oh ce sont des traîtres, ce sont des traîtres. Et là il y a un moment où les Allemands vont recevoir des informations privilégiées. Donc on va commencer à accuser les Juifs d'être responsables, entre autres Alfred Dreyfus, qui va être innocenté, mais c'est là que les Juifs vont dire, à partir de ce moment-là, nous aussi, on doit avoir une conscience nationale et on doit justement avoir un État juif. Donc, ça a été préparé, c'est pas arrivé juste comme ça. Donc, le fait qu'eux-mêmes, ils avaient déjà prévu avoir un État juif, eh bien, ils ont pu justement, à un certain moment, parce qu'ils étaient assez puissants économiquement, donc un rapport de force, avoir cet État juif. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a un mouvement qui, aux States, puis ça on avait déjà parlé souvent, le mouvement ADOS, qui est là, un mouvement des Afro-Américains qui veulent maintenant dire, tu sais quoi, le même combat des Juifs pour pouvoir poursuivre justement le gouvernement américain pour une somme d'argent. Ça, c'est quelque chose qui est une priorité. Puis là, bon, il y a beaucoup de démocrates qui ont fait cette promesse-là, tout ça, whatever. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que c'est quelque chose qui est légitime? Est-ce que on arrive dans la bonne direction? Et malheureusement, il y a beaucoup d'immigrants, je pourrais dire, de d'autres pays qui ne rentrent pas dans ce débat-là parce qu'ils ne sont pas nés dans le sol américain. Donc, ça veut dire les immigrants qui vont dire. Ça veut dire qu'il faudrait que les Haïtiens puissent avoir un combat légal avec la France. Il faudrait que les Congolais ont un autre combat. Donc, est-ce que ce mouvement-là pourrait faire un mouvement, je pourrais dire, global à travers le monde, dans les différentes, je pourrais dire, communautés noires, qu'on devrait tous se lever pour dire, tu sais quoi, il faut qu'on puisse faire comme les Juifs et réclamer de façon massive, de façon légale, de façon économique, à la place de juste dire, OK, on a besoin d'avoir beaucoup plus de représentativité, beaucoup plus de place Est-ce qu'il faudrait rentrer là-dedans de façon agressive, en fait? Ce que je pense par rapport au mouvement ADOS, le mouvement ADOS, bon, c'est sûr que demander des réparations, bon, c'est légitime de demander des réparations, surtout quand on pense à l'apport des Afro-Américains par rapport à tout ce qui est aux États-Unis. Le mouvement ADOS, American Descendants of Slavery, le seul problème avec ça, c'est que ça rentre encore dans le rapport de force avec l'oppresseur et l'oppressé. C'est-à-dire que c'est comme si plusieurs Afro-Américains se mettent derrière les démocrates pour qu'ils puissent pousser, je dirais, bon, pour qu'ils puissent pousser, excusez-moi l'anglicisme, pour qu'ils puissent pousser un bill, une loi par rapport au le fait de se faire indemniser ou d'avoir une compensation pour l'esclavage. Le seul problème, c'est que quand on fait un retour dans l'histoire par rapport à la traite négrière ou par rapport à comment on s'est rendu de ce bord de l'océan, c'est un peu égoïste de juste parler des Afro-Américains qu'on parle des réparations, alors qu'on sait qu'il y a à peu près une quinzaine de pays des Caraïbes qui ont formé le CARICOM justement pour avoir un comité pour les réparations. Donc il y a quelques années, le premier ministre de Saint-Vincent-Grenadines, Ralph Goldmanses, si je ne me trompe pas, il avait parti un projet par rapport à ça. Même il y avait un républicain aussi du nom de Roy Conyers, si je ne me trompe pas, en 89, qui a aussi essayé de passer une loi pour les réparations. Le seul problème, c'est que si on est aveugle, on ne peut pas leader un mouvement. Puis là, ce n'est pas non plus pour dire que les gens qui leadent le mouvement ADOS sont aveugles, mais c'est un combat dans la guerre. C'est une bataille dans la guerre. C'est une bataille qui est légitime, mais ce n'est pas une bataille qu'on peut faire seul.
C'est-à-dire que c'est une bataille qui demande de l'historiographie, c'est une bataille on doit expliquer le contexte social, on doit expliquer l'apport économique de ces afro-descendants. Puis si maintenant on s'arrête juste au bon, tu dois être afro-américain, ben écoute, ça sera pas assez puissant, moi je pense, pour avoir un contexte par rapport à les réparations, se faire indemniser, une compensation. Et encore là, si on veut des réparations pour avoir un montant d'argent, ça se fera pas non plus. C'est ça. Déjà, eux, le gouvernement les doit 40 acres and a mule, tu vois, donc c'est ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'on va se dire, ouais, mais pourquoi d'abord, tu vas me dire qu'il y a des compagnies de train que, je veux dire, des Juifs ou des associations ont réussi à poursuivre et ils ont cet argent-là aujourd'hui. Parce qu'il y a des compagnies de train encore aujourd'hui Tout à qui fait. existent, qu'on pourrait poursuivre. Pourquoi on ne fait pas ce mouvement-là? Il y avait l'avocat, l'ancien avocat, je pense, de MJ, Johnny Cochran, qui avait essayé de poursuivre le gouvernement américain. Puis 2 semaines après, il est mort. Puis ça a juste passé 2 semaines, je pense, à la télévision, puis après ça a juste disparu comme ça. Ben, il a voulu poursuivre le gouvernement américain, puis j'ai pas vu que ça a fait... Ben, en fait, jusqu'à ce jour, il y a encore des familles, des grandes familles qui construisaient des négriers, des navires pour faire le commerce d'esclaves. Bon, à Liverpool, qui est une ville très populaire par rapport au football, au soccer, à Nantes, un peu. Le seul problème, je dirais, c'est que ça demande un travail de fond en comble. Ça demande un travail en aval et en amont. Et si on parle de réparation juste aux États-Unis, par exemple, nous ici, on est au Canada, ok? Donc le Canada, ça fait partie des colonies britanniques. Mais à l'époque à l'époque que l'esclavage a été aboli dans les colonies britanniques, le 1er août 1834, la couronne a fait un emprunt à la famille Rothschild. Un emprunt de peut-être une somme de quelques 15-20 millions. Ça, c'était en 1834. Puis ça, c'était pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Ok? Donc, ces propriétaires d'esclaves-là qui ont été indemnisés, ils ont emprunté de l'argent à la famille Rothschild. Donc, bon, ceux qui connaissent la famille Rothschild, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller Google le nom, ça va vous donner tous les personnages. Cet argent a été fini d'être remboursé en 2010. En 2010, ça a évalué à une somme de plus que 200 millions que la famille Rothschild a fait en investissant sur l'esclavage. Maintenant, c'est comme il a dit tout à l'heure, le frère, l'honorable Omotunde. Est-ce que vraiment on va rester là à demander, à dire à des gens qui ont utilisé notre sueur, notre labeur, notre savoir-faire, notre force, notre conscience, notre esprit, notre mental, pour dire, ouais, regarde, j'ai travaillé pendant 400 ans, tu me dois 473 trillions de dollars. Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Moi, personnellement, je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne pense pas que c'est la solution. Je pense que là, maintenant, on est à une heure où on doit être productif, on doit être créatif, on ne doit pas avoir froid aux yeux, on doit foncer, on doit mordre dans la vie à pleines dents. Si notre futur dépend de nous, si vraiment on veut laisser quelque chose pour les générations à venir, ça dépend de nous. Maintenant, lorsqu'on aura fini ou bien on sera en voie de bâtir pour nous, on pourra parler de réparation. Mais maintenant, on n'a rien. Je pense que je vais juste rajouter, quand on parle de réparation, ils disent qu'ils vont faire des réparations, mais c'est quoi les réparations? Il n'y a rien de clair, ça c'est la première chose. À qui, quoi? Mais écoute, je vais juste vous donner peut-être le cours, ne perds pas ton idée, où tu vois peut-être en 2011, 2010, t'as une question? Attends, juste une minute. Que tu vois François Hollande va en Haïti ou parler avec le gouvernement haïtien, puis qu'ils disent comme ça, admets que nous avons une dette morale. Il a dit une dette. Ça commençait bien là. Je dis, ouais, parler cash là. Une dette morale. Donc, il admet vraiment qu'il y a une dette. C'est moral. Ben oui, la dette est là. La dette, c'est pas Sauf nous que qui l'avons je inventée. m'excuse. Non, la dette est là, la dette est dans l'histoire. Je veux dire, écoute, on s'est battu, on a pris notre Mais c'est indépendance. une dette quand même, dans le sens que c'est lui qui a rajouté moral. Dans le sens qu'il Mais- avoue qu'on a une dette envers vous. Ben oui, mais il nous doit. c'est un jeu de mots, là. Il Ouais, faut c'est bien ça. le voir. Voilà, Puis voilà. à un certain moment, c'est-à-dire que eux, on n'a pas de rapport de force. Ils disent que ce soit une dette, qu'est-ce que ça va changer? Honnêtement. Fait que quand on regarde dans les faits, est-ce qu'on va attendre encore 100 ans pour avoir... Ça fait 400 ans l'esclavage. Est-ce qu'on va attendre encore pour avoir, pour avoir des réparations? Qu'est-ce que ça veut dire réparation aujourd'hui? Tu sais, on a des sous-sols, comme il y en a parlé. Haïti, c'est un des pays les plus riches de l'Amérique du Sud, même de l'Amérique. Donc, c'est-à-dire que rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore regarder le train passer ou on va prendre nos ressources? C'est-à-dire, comme il a dit, il faut qu'on commence à acheter, il faut qu'on commence à produire avec ce qu'on a, avec le savoir qu'on a. Puis
Puis il faut qu'on arrête de dépendre parce que justement, on a toutes les capacités. Donc, être toujours dans la reconnaissance ou dans l'attente, il faut que nous, on soit capable. Si de la même manière, on disait on a eu un président qui est noir à la Maison-Blanche, ben, faut pas oublier que il n'est pas arrivé là quand même tout seul. Là. Il a changé la politique. Donc ça veut dire qu'un noir qui a carrément changé la politique avec les médias sociaux, il a trouvé une manière d'arriver là. Ça veut dire qu'on a des capacités, mais il faut arrêter de voir l'autre qui voit les capacités en nous, mais qui nous utilise. Il faut prendre ces capacités-là et les mettre à bon escient. Je pense que un des arguments, tu allais dire quelque chose? Non, je pense qu'un des arguments que les personnes disent que c'est important, puis je pense primordial d'avoir cette réparation-là, parce que c'est comme si les gens, puis ça c'est dans l'argument de l'ascension, je pourrais dire, d'Israël puis des Juifs, qu'en 75 ans, qu'ils ont eu tellement d'argent pour les booster, pour les permettre d'aller à un autre niveau, qui disent, mais tout ça, tout le processus qu'ils ont fait, pourquoi nous, on n'est pas légitime aussi? Parce que la fin, on se dit, ouais, mais pourquoi on perd notre temps? Mais après, tu dis, mais eux, ils ont fait ce processus-là, puis ils ont ça, même si que là, c'est un peu plus complexe parce que, tu sais, c'est pas le même nombre de personnes, c'est pas le... Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une préparation à ça. Donc, dans la préparation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que même pour avoir donné la réparation, là, c'est pas qu'ils voulaient nécessairement donner la réparation. La première chose... Ils étaient dans une position qui devait donner la réparation. Pourquoi? Parce que déjà là, il faut comprendre que les Anglais, eux, lorsqu'ils voyaient dans la Première Guerre mondiale qu'ils étaient en train de perdre, ils ont commencé en 1917, à encourager le mouvement sioniste parce que en Russie, il y avait la révolution bolchevique. Donc, sachant qu'il y avait la révolution bolchevique, ils se sont dit la meilleure manière d'attirer le mouvement nationaliste, c'est d'aller chercher ces juifs-là. Au lieu d'aller se battre dans la révolution, on va garder du monde pour ne pas être pris par les Allemands. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un mouvement stratégique et ils avaient besoin de gens pour financer parce que la guerre, ça coûte. Et les juifs avaient de l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Donc deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, ils avaient un autre problème. Donc, c'est juste pour vous montrer que les Anglais ne voulaient pas nécessairement, mais ils avaient un autre problème, c'est qu'ils se battaient avec les Ottomans. Et là, comme ils se battaient avec les Ottomans, ils avaient un problème qui était les Arabes. Ils voulaient l'appui des Arabes. Donc, ils ont dit aux Arabes, regardez, nous là, ce qu'on va faire, on va vous donner toutes les dépendances dès qu'on fait tomber l'Empire Ottoman. Mais là, problématique, ils ont dit, bon, ok, on va mettre quelques Juifs là-bas. Puis là, ça a créé vraiment là, ça a commencé à créer une première tension. Là, les Arabes disent, oh, mais vous nous aviez promis. Fait que là, ils ont dit, ok, bon. Ils ont commencé à jouer plus avec les Arabes. Mais lorsqu'il y a eu maintenant le génocide, puis que faut pas oublier qui contrôle les médias. Ça reste encore les Juifs. Donc, ils vont vous passer la même cassette, repasser la même cassette. Donc là, la première chose qu'ils ont fait, qui a indemnisé les Juifs? Tout d'abord, c'est les Allemands. Les Allemands, ouais. Ok, c'est eux qui ont été... Donc, ce sont on l'a dit, okay, les coupables, c'est eux. Donc, la deuxième chose, tout le monde ne voulait plus des Juifs. C'était déjà un problème. On ne voulait pas de Juifs en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, la meilleure solution... Donc, le projet était déjà réalisé. Il y avait un rapport de force qui était économique. Et puis, en plus, eux, ils ont joué avec la culpabilité. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Rien. Donc, ça veut dire que pour aller chercher cette réparation-là, ça veut dire que ça commence par nous, c'est-à-dire de bâtir certaines choses pour avoir un rapport de force. Donc, tant et aussi longtemps que nous, on ne fait même pas le minimum pour nous, pourquoi l'autre ferait ce que nous, on ne fait pas? Il faut une prise de conscience, voilà. Rabi, tu as question? Kéké, Toto, Héros, salutations. Concernant la réparation, disons que tous les gouvernements occidentaux nous donnent un montant X, disons 650 milliards, whatever. À ceux qui disent souvent que Jésus a payé le prix sur la croix, comment ces gens-là, comment pourrait-on leur inclure cette réparation? Bon, les gens qui vont dire Jésus a payé le prix sur la croix, ben... Écoute, ils font partie. Moi, je pense qu'ils font partie de la solution aussi. Parce que veut pas, écoute, le 8 janvier 1454, quand le Nicolas V passe sa bulle papale, il passe au nom du Vatican.
Tu vois? Donc ça, c'est 1 an après la prise de Constantinople. Une autre chose encore par rapport aux Juifs, en 1492, quand ils vont chasser, quand ça va être la fin de Al-Andalus, donc quand ils vont chasser les morts de l'Espagne, ben ils chassent aussi les Juifs. Tu vois? Donc, les gens qui disent que Jésus a payé le prix, ils savent pas vraiment à quel point. Je pense que si vraiment ils prenaient conscience, tu peux aller vers Jésus, mais l'affaire c'est que quand c'est le temps d'aller chercher ce qui est collectif, il faut que ça soit entre nous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vais juste dire l'affaire simple. Si Jésus a payé le prix, qui travaille gratuitement, c'est tout. mais rendu là, tu comprends? Jésus a tout payé pour eux. Qui travaille gratuitement. Non, mais... C'est ça. Tantôt, je sais pas, le frère était où tantôt, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, souvent, je peux entendre dans le sens, c'est que quand on a ce genre de discussion-là, ce discours-là, ça tombe souvent dans, on tombe dans le radicalisme et tout, qui fait en sorte qu'on fait juste essayer de mettre, je pourrais dire, le focus sur nous, nos intérêts, puis là, ça devient comme si on avait un plan de destruction pour l'étranger. Et c'est ça qui, des fois, un peu problématique, qui fait en sorte que tu ne peux pas t'unifier des fois avec certains frères parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'il y a certaines bases élémentaires d'une communauté qu'il faut qu'on ait. On court. C'est un marathon. C'est sûr que ceux qui ne peuvent pas keep up avec le marathon, ça ne sera pas de notre faute s'ils n'arrivent pas à la ligne d'arrivée. Tu vois? Mais en ce qui a trait à l'unification ou s'unir, écoute, moi je pense qu'en ce moment, là, rendu là où on a 2 choix. Soit on fait partie du problème ou de la solution. Et puis je pense que faire partie de la solution, c'est un devoir. C'est-à-dire que, écoute, si tu ne veux pas t'unir pour le bien, le bien collectif, tu ne veux pas t'unir pour le bien de la communauté, alors tu restes dans ton individualisme et tu ne fais pas partie de la solution. C'est comme ça que je le vois. Parce que je me dis, là où on est rendu, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants demain, pour les générations à venir, si on ne s'unit pas? Écoute, on regarde la télé, les 10 commandements, ils nous disent, ouais, les Égyptiens, c'était des Blancs, etc. Donc maintenant, même ça, c'est à nous de recréer ça. On doit avoir nos propres médias. Dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, X, Y, Z, il y a des gens qui vont regarder cette émission du Kéké Show. Ils doivent savoir que Kéké, c'est un noir. Ben ouais! Ils vont faire avec des cheveux rouges. Mais moi, je pense que tout ce qu'il a dit, c'est tellement ça, mais je vais redire encore la même chose. Pourquoi tu demandes à l'autre de faire ce que tu ne fais pas pour toi? Voilà. Parce que lui, c'est comme si les gens vont dire, parce que tu nous dois. C'est ta responsabilité de faire en sorte que j'ai... Regarde, moi là, l'oppressé qui dit à l'oppresseur de donne-moi ça, tu dois. Oui, il te doit moralement, comme on l'a dit tout à l'heure, moralement, mais moi, il me doit dans rien. les termes là, c'est lui qui a l'armement, c'est lui qui a tout. Fait que tu peux dire ce que tu veux, mais il va faire ce qu'il veut. Puis ça, il faut le comprendre. C'est comme quand tu étais dans la cour d'école, il y a un gars, il te dit, tu vas voir le prof. À un certain moment, c'est soit tu te défends, c'est ça. Ou soit, ça va continuer. À un certain moment, il faut prendre une décision. Oui, il y en a qui vont dire, oui, c'est du radicalisme. Mais c'est comme si vous êtes dans un couple, puis vous êtes dans les problèmes de l'autre couple, puis vous ne regardez pas, vous passez pas du temps pour vous. Comment? C'est la même chose. Vous ne pouvez pas chercher à être avec les autres alors que vous ne prenez pas la décision de travailler pour vous en premier. Voilà. Donc, c'est même pas une question de on est contre les autres. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus ici, ils se mettent à 5 dans une maison, ils vont dormir collés dans un petit lit s'il le faut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'acheter tout Vancouver, changer Toronto, San Francisco, qui fait en sorte que maintenant, les gens ont des problèmes. Donc, à un certain moment, là, si nous, on veut le changement, il faut arrêter de dire, ah oui, mais là, c'est parce que là, on ne veut pas l'union avec les autres. Désolé, là, les Chinois, je les vois tous les jours, puis je ne vois pas en quoi que le fait qu'eux, ils restent fidèles à eux, eh bien, qu'on a une distorsion. Il n'y en a pas. À partir du moment où t'es fidèle à toi, comment tu peux être en distorsion avec les autres? Voilà. Bonsoir. Yes. En tout cas, je voulais appuyer aussi son propos, en effet, qu'on doit d'abord s'unir avant d'aller chercher l'approbation ou même de collaborer avec d'autres groupes. Par contre, qu'est-ce qui me dérange, moi, par rapport à toute cette discussion-là, par rapport aux réparations, c'est que, étant donné justement qu'on n'a pas encore un consensus en tant que
groupes qui ont besoin des réparations, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on parlerait des Noirs qui sont aux États-Unis, les Noirs qui sont dans les Antilles, les Noirs dans les Caraïbes. On parle potentiellement des Noirs en Afrique, sur le continent aussi, à cause de la colonisation puis de certaines pratiques esclavagistes là-bas. On parle de la diaspora, donc les enfants de ces gens-là qui sont en Occident. Donc, tu sais, avant de commencer à parler de réparation, parce que honnêtement, si tu mets cet argent-là par chaque individu, ça a peut-être l'air des grosses sommes d'argent, mais ça reviendrait peut-être à 1 000 $ par personne. Donc, si on n'a pas un projet déjà commun, puis qu'on n'a pas comme des bases communes, ben, ce projet-là de réparation, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va juste faire la déculpabilisation de l'oppresseur. Ça va faire que l'oppresseur va nous montrer qu'il ne doit plus rien. Ça va aussi faire qu'il va aussi montrer au monde entier qu'on a eu ces sommes d'argent-là puis qu'on n'a absolument rien fait et rien bâti avec. Puis ça va arriver dans une sorte de colonialisme inversé où est-ce que là, maintenant, on va pouvoir justifier tout le processus de la colonisation de l'esclavage en disant, voyez, quand ils savent même pas quoi faire avec, ils ne sont pas organisés, donc ils méritaient d'être dans cette position de subordonné. Ça a fonctionné. Ouais. Dans le fond, c'est un débat, je pourrais dire, hâtif et maladroit en ce moment. Moi, je trouve que... Ce topic qu'on voit, c'est que ça qu'on entend. Moi, je trouve que le débat sur la réparation n'a pas sa place tant que on n'a pas déjà fait un projet consensus commun, un comité de gestion des avoirs qui pourrait sortir de cette réparation-là. Un projet incluant, comme l'a mentionné tantôt, une monnaie commune. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir une monnaie papier. Il y a des monnaies virtuelles. Virtuelles et tout. Donc, on est rendu à l'ère des monnaies virtuelles. Donc, c'est pas si compliqué que ça de créer ça. On a déjà la technologie. Apparemment, on a le gars qui a ce brevet-là. Donc, on peut faire ces projets-là, puis on peut les mettre en place même sans avoir l'argent de la réparation. Puis même, on devrait les mettre en place avant de recevoir une potentielle argent de réparation. Pour pas te couper, et c'est un peu, je pense, un outil sur les élections qui se passent en ce moment, que les politiciens, maintenant, ils vont commencer à dire, ah, mais nous, on va vous donner ci, tout ça. Donc, ils vont juste se donner un chiffre, on va dire, OK, ben ce politicien a dit ça. Puis après, on va juste dire, tu sais quoi, bon là, eux, ils vont juste dire, ouais, mais vous avez eu ça. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème avec le mouvement ADOS, c'est que ils veulent faire passer les réparations de toute une communauté, un peuple, un groupe ethnique, même, je dirais, une civilisation au travers d'un parti politique. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui fait partie. C'est comme Daphné a dit, on a besoin d'une conscience collective. À la base, au moins à partir de là, on peut fonder quelque chose. On sait que, bon, écoute, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, la conscience collective est là, puis peu importe les éléments qu'on va avoir, peu importe qu'est-ce qu'on va faire, ça va être pour l'avancement, ça va être vers l'avancement, ça va être quelque chose de positif. Mais là, admettons que je donne un exemple, admettons que, je sais pas moi, la loi passe, là, puis c'est le Parti démocrate qui donne des réparations. Ça a l'air de quoi, là, maintenant? C'est les démocrates. Tu vois, ça perpétue. Moi, je pense que ça perpétue encore le rapport de force. C'est comme, bon, ben, regardez, c'est des bienfaisants. Et puis, bon, ils ont fait la charité. Puis, c'est de ça qu'on doit sortir parce que, veut pas, ça, c'est quand même une culture de mendicité. Tu vois, tout à l'heure, l'honorable Omotunde a dit, Spike Lee fait ses propres films. Mais là, maintenant, imagine-toi ces dernières années, les vagues de « Ah ouais, nous aussi, on veut être inclus, nous aussi, on veut être dans les films. » C'est pas mauvais, parce que c'est sûr que si la personne a les skills, un acteur saisonné, je dis pas de pas aller passer les auditions, de pas être dans les projets des autres. Ouais. Mais je dis qu'à un moment donné aussi, écoute, on va pas passer notre temps à regarder des films d'esclaves, puis bon, écoute, 12 Years a Slave. Non, mais c'est à nous aussi. C'est à nous si on veut faire un film sur Mansa Moussa, si on veut faire un film sur Toussaint. C'est à nous de faire ça, tu comprends? Ça prend une conscience collective. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Il est temps que aujourd'hui, je pense que on va à l'école, on a une certaine scolarité. C'est de prendre ça puis de voir qu'est-ce qu'on a à la maison, parce que comme il l'a dit tout à l'heure l'honorable Kalala, c'est-à-dire que on a des gens qui ont fait certaines choses qui sont à la base, comme il a parlé des fractales. Aujourd'hui, c'est un peu drôle parce que les fractales, c'est un algorithme utilisé par toutes les compagnies pour savoir qu'est-ce qu'il va consommer, qu'est-ce qu'il va ci, qu'est-ce qu'il va ça. Alors que pour nous, on nous dit ça, c'est maléfique. Alors que c'est ça qui est la base même du numérique. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des choses à la maison, on a un certain nombre de choses où il faut justement se reprogrammer. Comme il a dit tout à l'heure, se reprogrammer. Si
tu commences par te dire, exemple simple, tout le monde me trouve laid, tout le monde me trouve laid. Mais oui, tout le monde te trouve laid. Toi aussi, tu te trouves laid. Parce que tu fais partie de tout le répètes. monde. Tu fais partie du problème. Donc, si tu commences par te dire, moi, je suis beau, puis que lui me trouve laid, c'est son problème. Qu'est-ce que ça change? Parce que toi, déjà, pour toi, tu sais qui tu es. Donc, ce que l'autre va dire ou ce que les autres vont dire, c'est pas ton problème. C'est ça. Et nous, présentement, on veut savoir, qu'est-ce qu'il pense de nous, l'autre, qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce que l'autre... On doit avoir notre propre vision. Puis c'est pour ça qu'il disait il faut retourner vers l'ancestralité parce qu'on avait une bonne vision de nous. Donc si tu n'as pas une bonne vision de toi, c'est normal que tu arrives à ce qui arrive présentement, à des échecs. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir du cadre de la réparation, sortir de l'idée que l'autre nous doit, c'est à cause de lui qu'on est dans cet état. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est fini, c'est du passé. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on prenne une décision pour dire voilà qu'est-ce que nous, on veut faire. Ben, c'est ça, moi je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je voulais juste rajouter, comme on est à l'ère des alliances. Comme là, c'est ça qui doit se faire. Un peu comme la Côte d'Ivoire, ils ont fait avec le Ghana. Ils ont fait une alliance. Ils ont dit, c'est fini le cacao à 5 sous. Maintenant, c'est genre 10 sous. Tu sais, fait que c'est comme. Puis là, maintenant, les autres compagnies étaient saisies. Mais étant donné que c'est les gros 60% de la production de cacao, c'est eux. Ils ont fait, ben, OK. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Donc, on n'est plus à l'ère de réparation. La première réparation, c'est de s'approprier nos ressources, les gérer nous-mêmes, augmenter les prix de vente de nos ressources pour que le pourcentage de l'argent qui revient des ressources naturelles, au lieu que ça soit 80% en Occident, alors que la production puis les matières sont chez nous, ben, que ça soit comme le contraire. Tu sais, on devrait avoir 80% puis eux 20%. Même chose, tu sais, comme en Haïti. T'sais, on a nos ressources, mais on ne peut pas les exploiter. Ceux qui essaient, ils se font tuer, etc. Donc là, on est à l'ère des alliances. Parce que quand tu as une alliance économique avec d'autres puissances, à ce moment-là, quand on veut venir t'attaquer sur ton territoire, mais non, on est un groupe. Fait que si tu m'attaques moi, il y a un problème avec un tel, il y a un problème avec un tel, un peu comme la Cuba a fait avec Russie, par exemple. Fait que, dans le fond, c'est là l'enjeu. Parce qu'on n'aura pas besoin d'argent de réparation. Si on a de l'iridium à 45 milliards de dollars la tonne, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent des réparations? On n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin, c'est d'exploiter nous-mêmes. C'est peut-être symbolique, en fait, le combat de réparation. Pour dire, tu nous dois, c'est juste. C'est un rapport de force. C'est beaucoup d'énergie. Voilà. Beaucoup d'énergie dans quelque chose qui va encore peut-être nous amener plus bas. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, s'ils nous donnent cet argent-là, ils vont se sentir encore plus légitimes d'exploiter nos ressources chez nous. Donc, moi, ce que je pense, c'est que qu'est-ce qu'on doit faire actuellement, c'est trouver des solutions pour, créer les alliances entre les différents pays, créer les alliances entre les pays qui ont les ressources, créer un troc entre les pays, puis créer notre monnaie. C'est ça, c'est là qu'on est rendu. Travailler ensemble, en fait. On ne peut plus attendre de l'autre. Ouais. Et ça, juste pour ajouter ce que Daphné a dit, ça, c'était la base de ce que Kwame Nkrumah promouvait. Donc, c'est ce qu'il y a eu. En termes de panafricanisme, pas nécessairement pour ou juste pour les panafricains, mais d'avoir des contacts, des liens avec les autres, qu'on puisse apprendre de notre culture, qu'on puisse apprendre. Si tu regardes bien, jusqu'à ce jour, en ce moment, le Ghana n'est pas dans la FMI. Bon, c'est pas pour dire qu'ils l'ont jamais été, mais ils sont pas dans la FMI, ils sont pas avec la Banque mondiale, producteur numéro 1 de cacao. Donc, ce que Daphné dit, c'est ça. Et ils sont vraiment en train d'inciter le retour des Afro-descendants. Surtout les Jamaïcains aussi. Les Jamaïcains là-bas, les Jamaïcains ont un quartier là-bas. Les Brésiliens, il y en a qui ont offert la citoyenneté au Congo. Il y en a aussi au Bénin. Il y a aussi la famille Dja, je pense qu'ils sont originaires de la Martinique ou la Guadeloupe. Les Antilles françaises en tout cas, au Bénin aussi. Donc, la conscience est là. Maintenant, c'est vraiment, on doit promouvoir ça par rapport à nous-mêmes, qui on est. On doit mettre ça dans les médias. On doit écrire sur ça. On doit parler de ça. C'est-à-dire, on doit se promouvoir nous. We are who we are. Y a une chose que je vais dire aussi, c'est que Daphné a rajouté un point, puis par rapport à ça, moi, ce que je pense, c'est que oui, l'esclavage est arrivé ici. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on était des grands peuples, des grands royaumes, on est tombé. Il faut regarder ici. Dans la vie, il y a un cycle. Tu nais, tu meurs. Donc, il y a un moment où il fallait qu'on tombe. Puis aujourd'hui, c'est maintenant, il faut se relever. L'esclavage, c'est pour nous rendre plus forts. C'est pour nous rendre plus forts. Mais on fait juste regarder le problème. Alors que, comme il a expliqué tout à l'heure, pendant que eux
comme il a dit tout à l'heure, Kalala, il y a des problèmes, ils prennent la rue. Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment pauvres en Afrique, en Haïti. Donc, on est beaucoup plus fort mentalement, mais c'est juste qu'on n'a pas conscience. Tout le monde le voit, mais pas nous. Donc, il est temps de regarder ça, de reprogrammer son cerveau. Puis je vais dire, comment reprogrammer notre cerveau? Ça commence par bien parler de soi. Arrêter, il faut arrêter de dire haïtien pas ci, haïtien pas ça. Ça, on arrête ça. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Il faut dire l'haïtien peut. L'haïtien peut, l'haïtien va. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je pense aussi qu'il faut... Il y a des débats qui sont inutiles. C'est comme si on nous a programmés à nous fight. Donc, ça veut dire que, oh, toi, t'es dans telle religion, toi, t'as une copine d'une autre nationalité ou peu importe. Alors que des fois, teint plus foncé. Voilà, ou bien, alors que même des fois, on va dire, oui, il faut se marier ensemble, c'est vrai, mais combien de gens qui sont ensemble, par exemple, qui sont en train d'abuser de nos pays? Donc, il faut se déprogrammer, arrêter de se fight. Donc, et commencer pour avoir un objectif commun. Parce que les Juifs, là, vous avez des athées, vous avez même des gens qui sont chrétiens, vous avez des gens qui sont... C'est ça, l'objectif collectif est pas en sorte que la personne fait ci, ça veut dire que ça va littéralement faire un frein à tout ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, c'est de fight, puis d'arrêter de fight, puis c'est de fight dans la même direction. Puis, il y a quelques semaines, j'ai vraiment médité dessus pour me rendre compte que ça sert à rien de fight avec quelqu'un qui a une vision qui est différente. On est en train de perdre de l'énergie. Donc, il faut mettre cette énergie-là ensemble. On voit quelqu'un... Mais on voit beaucoup de personnes dans la communauté qui sont extrêmement, je pourrais dire, très émotifs. Dans le sens que... Ben, ils sont zélés, émotifs. Puis moi, j'en entends... En tout cas, à propos de quelque chose, j'en entends de toutes les couleurs. Hein. Tu sais, on avait essayé d'éviter quelqu'un pour un sujet, en fait. Quelqu'un qui est assez calé dans son sujet. Puis on a à peu près plus de 80, 75, je ne sais pas combien de shows qu'on a. Hein? Puis on a eu des grands, des petits, des dark skin, des light skin, des pasteurs, des imams. On a vu de tout. Je peux dire que au Kékécho, tu as le shade de à peu près beaucoup de visages de la communauté. Hein? On a eu Camerounais, on a eu Nigériens, on a eu Haïtiens et tout. Donc, cette sœur-là dit à quelqu'un qui est dans mon équipe, je ne viendrai pas au Kékécho car je ne vais pas venir dans une plateforme qui promouvoit la misogynie, qui fait preuve aussi de machiste et aussi qui traite mal des sujets de colorisme. Donc, j'ai dit, ben écoute, moi j'ai juste vu le message, puis j'ai dit, bon, on a plus que 80-90 shows, qu'on a parlé de tout et de rien. Puis que toi là, puis peut-être que j'allais juste t'inviter pour parler sur quelque chose qui n'a même pas rapport avec ça. Que tu te dis peut-être que il parle de ces sujets-là, puis que c'est peut-être pas quelque chose que je suis capable de relate, mais je vais pouvoir dire, au moins, je vais pouvoir m'unifier pour ce sujet-là, puis de mettre mon ego de côté. Faire en sorte que maintenant, ça devient comme une secte. Parce que si moi, il fallait que j'invite tous ceux avec qui j'adhère à 100% à mon idéologie, personne ne dirait quelque chose. Parce que j'ai une opinion sur ci, sur ça, whatever. Fait qu'il y a des personnes qui disent des choses, puis je dis, ça ne change pas parce que ça ne change pas que ce que tu dis dans le fond va quand même dans une même direction. Mais beaucoup de personnes m'ont classifié de ci, de ça, de ça, de ci, de ça, parce qu'ils ne réalisent pas qu'un projet collectif ne fait pas en sorte que ton petit débat subjectif, personnel, ça ne me dérange pas là, que tu sois musulman, que tu sois dans la communauté LGBT. Est-ce que ça change si tu fais partie de ces groupes-là et que tu vas être victime de profilage? Voilà. Parce que tu sois dans toutes ces dénominations-là, tu vas être victime de profilage. Ah ouais, mais moi, moi je suis adventiste, moi je suis musulman, moi je mange pas de porc. OK. Puis toi, t'es quoi? Ah, mais moi je suis lesbienne. OK. Puis toi, OK. Est-ce que vous avez une banque? Mais je m'en fous de qu'est-ce que vous me disiez là. Mais ça, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'énergie. Je pense aussi le problème qu'on a en ce moment dans la communauté, c'est que on n'est pas en contrôle de notre énergie. Okay? Donc, il y a beaucoup de gens qui se font utiliser pour promouvoir différents agendas sans s'en rendre compte. C'est vraiment ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est une distraction. Ben oui, parce que la conscience collective, c'est dans ton subconscient. OK? Mais si tu n'as pas
si, ok, notre priorité, c'est pas nous-mêmes, alors, tu vois, comme on voit en ce moment, les Noirs, on est en avant-plan, on défend beaucoup d'agendas. Et on est très bon là à défendre les agendas. Plus fort que... On les maîtrise très bien. Écoute, moi je vais être franc avec toi. On parle mieux français que les Français, on parle mieux anglais que les Anglais. Donc ça, c'est juste pour te dire comment les autres agendas on est en avant-plan, comment on dérange ça. Sauf que le seul problème, c'est que notre propre agenda, on le défend pas. Et le problème, c'est que pour notre agenda, ça ne nous dérange pas de nous mettre dos à dos. Parce qu'on va trouver réconfort chez les autres. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à notre énergie. Parce que sinon, cette énergie-là, on ne peut pas le recycler. Il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Donc, des fois, les gens qui vont être là, ils vont te critiquer. Peut-être même, ce n'est pas leur faute. Peut-être même, ce n'est pas leur faute, tu vois. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Puis, l'énergie, c'est extrêmement important. Puis, c'est pour ça que je dis, on ne doit pas fight. Ces gens-là passent. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu vois, même dans l'État juif, là, il y a des juifs qui ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font? Passe. T'es pas d'accord avec le projet, on passe. On peut pas, c'est pas tout le monde, parce qu'on perd du temps. Si on est ensemble, on commence à aller là. Fait que il y en a peut-être que quand ils vont voir la réalisation, leurs yeux vont s'ouvrir. Donc on va admettre. Le train va commencer. Donc ces gens-là, s'ils veulent pas, ils ont d'autres agendas qui suivent leur agenda. Mais on doit pas perdre de temps. Nous, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est. Eux, ils savent pas qui ils sont, c'est leur problème. C'est ça. C'est comme un match de basket, tu vois. On est down 20 au 3e quart. Oui, il y a des turnovers, mais là, on prend un time-out, on se concentre. Écoute, ça se passe. Ouais.